quinquennat, c'est-à-dire en 2016, la centrale de Fessenheim, il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a pas de problème juridique, la loi de transition énergétique le permet. Là, il n'y a aucun problème en termes d'alimentation électrique du pays, puisque de fait, le RTE, donc qui gère le réseau d'électricité, dit qu'on peut fermer en 2016, il n'y aura pas de problème d'alimentation, parce qu'en Alsace, c'est vrai qu'il y a un territoire particulier, donc il faut vérifier qu'on s'est alimenté. Globalement, de toute façon, on a 12 réacteurs qui ne servent qu'à l'exportation, donc 12 réacteurs qui ne sont pas indispensables à la sécurité électrique du pays. À la Suisse, à l'Italie, oui, ça dépend des moments, parce que Belgique, vous savez, ça dépend des pointes. On exporte de temps en temps en Allemagne, on apporte surtout d'Allemagne, voilà, vers l'Espagne, enfin bon. Donc il n'y a pas de problème de... Il n'y a pas de problème non plus de la part de l'autorité de sûreté nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire a dit, lorsqu'on l'a interrogé il y a quelques jours, le démantèlement, ça prendra du temps, c'est long, procédure, etc. Mais l'arrêt, ça peut se faire du jour au lendemain. Donc il n'y a pas de difficulté, si ce n'est évidemment, et il faut quand même en parler, la question sociale. Parce que de fait, c'est vrai qu'il y a 2000 personnes. Ah oui, non mais je parle d'un point de vue technique. Mais des points de vue social, moi je regrette beaucoup que, alors qu'on avait nommé un délégué interministériel il y a 4 ans, pour le suivi de la fermeture de Fessenheim, on ne lui a pas donné suffisamment de moyens pour accompagner les choses. On y est allé avec Michel Sordi, avec François Brotte, au moment de la commission d'enquête. Ça a été le seul moment où des élus nationaux, à part les députés locaux qui y vont, j'imagine, régulièrement, mais on a été rencontrer à la fois les élus locaux, les salariés. Parce que, évidemment, 2000 personnes. Alors, dans les 2000 personnes, vous avez à peu près 750 salariés de l'EDF qui ont un statut particulier, 250 sous-traitants et puis 1000 emplois induits. Bon, donc, il faut évidemment que les conséquences sociales soient traitées correctement, parce que de toute façon, des fermetures de centrales, on en aura beaucoup. Denis Baupin, il faut les accompagner, il faut dédramatiser les choses. Juste un mot un peu technique, puisque au-delà de l'aspect social, on va entendre Michel Sordi, mais le fait de fermer Fessenheim, donc c'est de l'énergie, c'est des gigawatts qui ne sortiront pas de cette centrale. On les compense comment? Avec d'autres centrales? Comme je vous disais, actuellement, on a 12 réacteurs nucléaires qui produisent pour l'exportation. Et on a une situation où le prix de l'électricité est très bas en Europe parce qu'on est en surcapacité. C'est l'offre et la demande. Vous avez beaucoup d'offres, autant de demandes qu'avant. Et on consomme un petit peu moins. Oui, un petit peu moins. Grosso modo, c'est à peu près équivalent. Mais donc, vous avez plus d'offres. Et donc, les prix ont beaucoup baissé. Donc, EDF, aujourd'hui, produit à perte. Donc il y a un moment où de toute façon il faudrait fermer les surcapacités. D'ailleurs ce que moi je propose c'est qu'on passe à un accord avec les Allemands. Ils ferment des vieilles centrales à charbon, nous fermons des vieilles centrales nucléaires. Comme ça les Allemands eux qui veulent qu'on baisse notre nucléaire parce que notamment Fessenheim seraient satisfaits de ce côté-là. Et de notre côté on aurait une satisfaction sur le fait qu'il y aurait moins de charbon et donc moins de pollution. Donc là et ça permettrait que le prix de l'électricité remonte. Donc pour les énergéticiens il y aurait une compensation. Gagnant-gagnant. Oui. Michel Sordi, c'est vrai que quand vous êtes donc cette circonscription, vous les croisez ces salariés. C'est que j'ai vu récemment que le ministre Macron sur une autre centrale avait été chahuté par les salariés d'EDF qui sont un peu inquiets évidemment par la situation. Vous y croyez vous à cette idée qu'en 2025, qui serait la date butoir, puisqu'elle a été construite et mise en activité en 1978, donc elle aura 40 ans en 2018 cette centrale. Donc est-ce qu'elle peut continuer encore à vivre ou est-ce que 40 ans c'est la durée maximale et on met en danger la vie des citoyens parce qu'on va aller au-delà? Non mais c'est une question qu'il faut se poser. Non, pas du tout. D'abord, ceux qui parlent de Fessenheim, la plupart du temps, ils n'y sont jamais allés. Et par définition, moi j'invite ceux qui ne connaissent pas Fessenheim à venir visiter cette usine. Je rappelle simplement qu'elle a été classée par l'autorité de sûreté nucléaire une des meilleures centrales en termes de sûreté. Pourquoi? Parce que lors de la dernière visite décennale, c'est 300 millions d'euros qui ont été investis dans cette unité pour en permanence remettre à niveau la sécurité et la sûreté des installations, que c'est 15 millions d'euros, et quand je dis ça, c'est nous, EDF, c'est nous à 80%. 15 millions d'euros mis dans les travaux post-Fukushima, et qu'aujourd'hui, la centrale est classée par l'autorité de sûreté nucléaire parmi les meilleurs standards en termes de sûreté. Donc il n'y a pas de raison technique aujourd'hui pour fermer Fessenheim. Ce que je regrette simplement, parce que c'est quand même un débat. Cette fermeture, excusez-moi, Michel Sordi. C'est un accord politique à la dernière présidentielle. En réalité, François Hollande, pour récupérer la voie des écologistes, a dit voilà, je ferme Fessenheim. Je voudrais terminer. Bon, il n'y a aucune raison. Et Cyril Corbier, il n'y a aucune raison aujourd'hui pour fermer Fessenheim. La fermeture de Fessenheim, ça devrait être soit l'exploitant, soit l'autorité de sûreté nucléaire. Et on est tous d'accord ici que s'il y avait un problème de sûreté, bien sûr, il faut fermer. Donc, mais aujourd'hui, Fessenheim l'ASN dit quoi au résultat de la sûreté nucléaire, Christian Bataille. Prolongation de 10 ans. Prolongation de 10 ans. Vous êtes sur quelle ligne, vous, ce soir, sur cette question? Moi, je pense qu'il ne faut pas fermer Fessenheim de manière précipitée. Les dirigeants politiques commettent une erreur, c'est de ne pas juger la durée du nucléaire. Le temps du nucléaire, c'est 50 ans. Et c'est pas 40 ans, c'est 50 ans. Le temps du nucléaire, le tempo. D'accord.
Le tempo du nucléaire, c'est 50 ans. 40 ans d'exploitation. Et je me souviens avoir indiqué à François Hollande que ça correspondait à une dizaine de législatures ou de mandats présidentiels. Et quand on parle de 2025, il y aura entre 2017, 2022, et nous serons pas loin de 2027. Donc, deux présidents différents ou pas d'ailleurs. Nous raisonnons sur une perspective qui ne correspond pas au temps politique. Alors, on annonce la fermeture de Fessenheim en réalité sous la pression des Allemands. C'est une fermeture pas des écologistes. diplomatique et politique. C'est une fermeture diplomatique et politique. Moi, je pense que les amis de Sordi devraient prendre des banderoles et aller de l'autre côté du Rhin avec des banderoles Stop CO2. Hein, stop CO2. Parce que vous nous dites que ce soir les Allemands polluent beaucoup plus. La République, ils viennent nous donner la leçon pour nos centrales nucléaires et eux polluent l'atmosphère européenne. Parce qu'ils sont en transition, entière, disent-ils. avec d'ailleurs du lignite, avec du lignite, oui. pas du charbon. Alors, quand vous posez le problème de la fermeture de Fessenheim, moi je crois que ce sont des engagements hors d'atteinte et en plus, la loi ne nous y contraint pas. La loi de transition énergétique indique que quand l'EPR commencera à fonctionner, il faudra fermer l'équivalent de la puissance de l'EPR. Pour compenser. Il y a un objectif quand même de réduction. Cyril Cormier, Greenpeace, et ensuite Denis Baupin qui est interpellé sur le... Fessenheim est une centrale, je suis d'accord avec Sordi, qui fonctionne très bien, et il y a un juge de paix, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Elle est sur une zone sismique, je ne suis jamais allé à Fessenheim, mais... nucléaire qui indique qu'elle fonctionne bien. La centrale, tous les 10 ans, il y a un verdict de l'autorité de sûreté nucléaire, et je vous indique qu'elle est, on parle de vieilles centrales, les centrales françaises sont en rénovation constante, c'est-à-dire que tous les éléments des centrales ne sont pas des éléments vieux, mais des éléments héritiers des technologies les plus récentes. Cyril Cormier, pour Greenpeace, vous en pensez quoi de ce débat qu'on a sur le plateau? Il y a 3 hommes politiques, vous êtes une ONG. Vous êtes rassuré, vous, par cette centrale en particulier et par les centrales nucléaires civiles? Alors, la question on n'a rien à craindre. La prolongation de durée de vie des réacteurs, il faut la regarder de manière plus générale. Tout d'abord, l'ASN, elle ne dit pas on peut exploiter les réacteurs ad vitam aeternam, l'autorité de sûreté nucléaire. Ce qu'elle dit d'ailleurs, et c'est Pierre-Franck Chevet, son directeur, son président, qui le rappelle régulièrement, il dit il n'est pas certain du tout que les réacteurs nucléaires français seront autorisés à être exploités au-delà de 40 ans. Et pourquoi il dit cela? Parce qu'il y a un certain nombre de travaux à mener sur chacun des réacteurs quand ils arrivent autour de 35 ans pour arriver à 40 ans, qui sont nécessaires pour renforcer le cadre de sûreté, le cadre d'exploitation de ces réacteurs. Et c'est des travaux lourds de maintenance, parce qu'il y a des éléments de chacun des réacteurs qui ne sont pas remplaçables. Typiquement la cuve. La cuve du réacteur, on ne peut pas la remplacer. Donc il y a un moment, elle arrive vieillissante. Par exemple, à Tricastin, il y a des fissures dans la cuve. Bon, ces fissures, c'est quelque chose. Dans certains réacteurs européens, il y en a. Il n'est pas dit que... Ce qui contamine, en fait, qui retient le... Et il n'est pas dit... C'est sérieux. Hein. Et il n'est pas dit que dans les autres réacteurs, il n'y a pas des fissures. On n'a tout simplement pas regardé pour l'instant. Si on regardait avec des moyens plus précis, on pourrait se rendre compte de l'état de vieillissement réel. Alors oui, c'est inquiétant ce vieillissement des réacteurs, et ça nécessite des investissements qui sont extrêmement élevés. Quand on entend aujourd'hui 100 milliards d'euros, c'est ce qu'évalue la Cour des comptes. En réalité, ce n'est pas avant 2019, 2020 que l'ASN va réellement se prononcer sur le référentiel de sûreté nécessaire, contraignant pour exploiter les réacteurs au-delà de 40 ans. À ce moment-là, on pourra commencer à regarder combien ça coûte. Mais les évaluations qui ont été faites, si on voulait remonter aujourd'hui le niveau de sûreté des réacteurs au niveau le plus haut connu, que celui de l'EPR, il faudrait sans doute investir de l'ordre de 4 milliards d'euros par réacteur. Donc on serait sur une enveloppe globale de 58 réacteurs, on a plus de 200 milliards. Denis Baupin, vous êtes interpellé sur l'enjeu politique et du débat qui était un... Le carénage, c'est pas 200 milliards. C'est pas 200 milliards. Enfin, en tout cas, c'est pas non plus la prolongation de 40 ans. Alors attendez, Denis Baupin. Sauf que sur ce point-là, ce que dit Pierre-Franck Chevet, qui est donc le président de l'autorité de sûreté nucléaire, a dit l'autre jour que le grand carénage, probablement, ne suffirait pas pour permettre la prolongation des réacteurs au-delà de 40 ans, parce que EDF n'a probablement pas tout prévu de ce que l'ASN ne connaîtra elle-même qu'en 2018 sur les conditions de prolongation. Vous parlez de rafistolage dans l'hémicycle. Ça sert à rien de rafistoler des centrales. Passons à autre chose. Le choix qu'avait fait le nucléaire au départ,
l'industrie nucléaire n'était pas de prolonger les réacteurs nucléaires, était de construire des EPR. C'est parce que la construction de l'EPR est aujourd'hui un raté total, très en retard, total, qu'aujourd'hui on nous propose de prolonger les réacteurs nucléaires. Mais peut-être redire quand même un mot sur Fessenheim, pour quand même préciser que Fessenheim est la seule centrale qui se situe au-dessus de la nappe phréatique la plus importante d'Europe, dans une zone sismique où le risque sismique a été sous-évalué. C'est pas nous qui le disons, c'est l'IRSN, donc l'institut qui dépend de l'autorité de sûreté nucléaire, et que si les Allemands sont préoccupés par cette centrale, c'est parce que les vents dominants vont vers l'Allemagne. Donc si vous avez un accident nucléaire, que vous avez un nuage radioactif, il ira en Allemagne. Et donc il y a quand même un problème d'un point de vue, ne serait-ce qu'éthique, à ce que ce soit les Français qui décident pour quelque chose qui peut avoir un impact très important sur nos voisins. Les Allemands n'ont pas un nuage nucléaire hypothétique, mais nous avons les nuages de CO2 bien réels. C'est bien pour ça que je vous dis qu'il faut sortir du... Mais ce sont vos alliés, si je peux me permettre, chers collègues, vos alliés du SPD et vos alliés de la CDU qui gouvernent en Allemagne et qui mettent en œuvre cette politique. Nos alliés à nous, écologistes, ont refusé de participer à ce gouvernement justement à cause du charbon. Sur cette question, de vous le dire. Ils ont parlez à vos amis, des centrales au lignite, au CO2, en remplacement des centrales nucléaires arrêtées. Mais Denis Baupin, excusez-moi, les Français qui nous regardent se disent, nous après tout, j'allume mon bouton pour rentrer chez moi, ça vient du nucléaire, ça m'a l'air plutôt sûr, ça m'a l'air plutôt stable. Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces gens qui disent, mais attendez, on ne peut pas inventer un autre modèle que le nucléaire? Ça fonctionne. C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est a-t-on encore les moyens de se payer ce nucléaire? Parce que le nucléaire a été construit sur 3 légendes en France. Le nucléaire, c'est sûr. On avait avec Fukushima et avec Tchernobyl que, évidemment, des accidents majeurs sont possibles. Et c'est ce que dit l'autorité de sûreté nucléaire. Un accident nucléaire majeur est possible en France. Deuxième mythe, l'indépendance énergétique. Or, 100% de l'uranium qui fonctionne dans nos centrales est extrait d'autres territoires que le territoire national. Et troisième mythe, le fait que c'était bon marché. Or, de fait, tous les rapports de la Cour des comptes, depuis 2012, ils se succèdent. Et ça vous tordez le cou à cette idée-là. Oui, les rapports de la commission d'enquête que j'ai publié, le débat qu'on a eu cet après-midi, plus personne ne prétend que c'est bon marché. Globalement, du nucléaire prolongé avec les 100 et quelques milliards qu'il faudra mettre pour le prolonger, d'après ce que dit la Cour des comptes, produira de l'électricité à peu près au coût que produit aujourd'hui l'éolien. Et donc, comme le prix de l'éolien ne cesse de baisser, comme le prix du solaire ne cesse de baisser, celui du nucléaire ne cesse d'augmenter, on voit bien qu'à un moment, la question est légitime de se poser d'un point de vue rationnel. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans des vieilles centrales, rafistoler des vieilles centrales, ou investir dans du... Un mot, parce qu'on va voir un extrait de l'hémicycle. Christian Bataille. Pour réagir aux contre-vérités de... Non, mais allez-y, c'est l'occasion. Quand il parle de l'uranium est un produit de base qui représente environ 3 ou 4% du coût du combustible. On a besoin, ça n'a rien à voir avec le pétrole ou le gaz. Oui, mais ça n'a rien à voir. On l'extrait où? Dans des mines, en Afrique du Sud, en Centrafrique ou ailleurs. En France. Pour ce qui est en Australie. Pour ce qui est de et au Niger. C'est pas l'indépendance, c'est tout. Pour ce qui est de la place du... Par contre, le soleil et le vent... Chacun son tour, allez-y. Pour ce qui est de la place du nucléaire dans notre bouquet énergétique, je veux vous rappeler qu'en France, nous n'avons pour l'instant pas autre chose. Je reviens des États-Unis. Les États-Unis ont du gaz, ils ont du pétrole, ils ont du charbon, du gaz de schiste, ils ont tout. Nous, deuxième potentiel européen sur les énergies renouvelables. Quand même. Il faut faire de la place justement les énergies dans le réseau. Renouvelables. Mais alors justement, j'y croirais quand elles seront stockables et quand c'est pas stockable, vous savez. Voilà, c'est pas un problème selon. Appelons un chat un chat. 30% en Allemagne. Après, 30% des Parisiens qui appuient sur leur bouton. Oui, ou même des gens du Cantal. Ça leur est complètement égal. Ils ont de l'électricité nucléaire. Mais à la place, on peut leur livrer aussi de l'électricité éolienne. Moi, je suis député d'une zone rurale. Je n'ai jamais vu un groupe de manifestants dans mon bureau venir me dire, Monsieur Bataille, intervenez pour arrêter les centrales nucléaires. Si tu veux que Greenpeace en envoie, il peut venir. J'ai régulièrement... On est quand même régulièrement venu, mais sur vos centrales vieillissantes, pourtant on a fait plusieurs actions. Régulièrement, des groupes qui viennent protester contre la construction d'éoliennes. Ça suscite des passions. Le paysage, la France Musée, enlaidissent le paysage. Vous n'en voulez pas sur la butte Montmartre ou sur la place de la Concorde. Franchement, vu les leaders qu'on a à Paris, on a des immeubles qui sont très liés. On peut bien sortir les panneaux de pub qu'on a à Paris. Un mot quand même. Vous y croyez, vous, à l'alternance? Il y a un texte, vous l'avez cité, une loi sur la transition énergétique qui dit globalement, et c'est ce qu'a dit le président dans ses promesses électorales, il va falloir réduire doucement mais sûrement la part du nucléaire dans l'énergie produite et la faire basculer en 2025, 50% sera nucléaire, puis le reste, ça sera de l'alternatif. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça vous semble possible? Est-ce qu'il y a une demande aujourd'hui des Français
pour avoir une énergie verte. Mais tout à fait, mais je suis d'accord, le débat de la transition a le mérite d'exister, et aujourd'hui, nous faisons des efforts, nous tous, pour favoriser les énergies renouvelables. Je veux simplement dire une chose, pour pas être non plus marqué pro-nucléaire. Je vous marque, je suis maire d'une commune. Dans ma commune, depuis maintenant 20 ans que je suis maire, j'ai mis 2 turbines hydroélectriques sur le canal usinier, j'ai installé du photovoltaïque, j'ai développé du chauffage urbain, j'ai inauguré avec Madame Ségolène Royal l'année dernière une chaufferie biomasse. On a fait des études pour de la géothermie. J'ai fait de gros efforts. Ce que je veux dire, le renouvelable dans ma commune, je le pousse en avant. Mais on ne peut pas se passer aujourd'hui du socle nucléaire. Alors, ce que j'aime pas, M. Bopin, c'est un peu les marchands de peur. Vous savez, les marchands de peur. Il y a une autorité de sûreté nucléaire avec des hommes et des femmes des ingénieurs, des gens sérieux, des ingénieurs qui sont indépendants, qui vérifient nos installations et qui donnent des feux verts de production. S'il y avait des problèmes de sûreté, on est d'accord, on arrête. Je dis simplement que Fessenheim, bien sûr, il faudra l'arrêter un jour, mais l'arrêter aujourd'hui. J'ai un gros problème social, c'est 2000 postes qui vont sauter et on ne sait pas quoi faire. Direct et indirect, parce que c'est pas que les salariés de... C'est un problème économique aussi. Pour les retombées pour les collectivités locales en termes de reversement des taxes sur le département, sur la communauté de communes, c'est important, ça les fait vivre aujourd'hui. Sur le marché de l'immobilier... Le travail devrait être fait depuis 4 ans, puisque c'est le projet depuis 4 ans. Sur le marché de l'immobilier, c'est 400 maisons qui vont se vendre. Avec des baisses. Ça va être... Mais vous y croyez, on l'a entendu dans l'hémicycle, on va entendre un extrait dans un instant, mais les créations d'emplois grâce à l'économie verte, à l'idée qu'on puisse basculer des salariés qui sont aujourd'hui dans des centrales nucléaires et leur offrir des alternatives économiques, sociales, avec de nouveaux emplois. Ça vous semble être quelque chose de trop loin pour nous ou c'est jouable? C'est pas ou pour moi, c'est et je n'exclus pas. Je mets pas le nucléaire contre le renouvelable. Je pense que les deux sont nécessaires. Mais on peut pas avoir les deux. Est-ce que vous permettez? On a trop d'électricité déjà en France. On est en surcapacité, donc ce sera forcément les renouvelables ou le nucléaire. Laissez-moi simplement juste 2 minutes. Je vais essayer de développer. Non, pas 2 minutes, mais 30 secondes. Allez-y, Michel. C'est difficile. Je vais essayer de développer ce qui se passe en Alsace. C'est ce que je connais de mieux. Vous parlez de chaud France entière. Vous connaissez bien l'Alsace. Qu'est-ce qui se passe en Alsace? On a fait Fessenheim 2 réacteurs. Hydroélectrique, on parle de renouvelables, on est au top, on a les usines sur le Rhin qui existent depuis maintenant 30 ou 40 ans qui développent. On va pouvoir peut-être développer un peu sur les affluents du Rhin, de la microcentrale, on la développe en ce moment sur Guebwiller. L'éolien, on n'est pas sous les vents. Si vous regardez la carte des vents, on n'est bon que sur les crêtes. Et sur les crêtes, c'est des associations environnementales qui n'en veulent pas à cause de Natura 2000, du Grand Tétra et la protection de l'environnement. Donc l'éolien, je ne peux pas. Le photovoltaïque. Un potentiel solaire impressionnant. Quand on regarde le voisin allemand juste à côté. Le photovoltaïque. La géothermie. Listons toutes les alternatives. Le photovoltaïque. En fait, l'Alsace a vraiment un jet de pierre de couvrir toute sa consommation d'électricité par le renouvelable. Ils sont à 60%, ils arrivent quasiment. C'est pas possible. C'est tout à fait possible en Alsace. Les pointes de consommation. Avec un potentiel solaire impressionnant. C'est en hiver entre 18h et 21h. Il n'y a pas de soleil, donc je ne peux pas compter dessus. L'éolien, on sait pertinemment que c'est de l'intermittence et comment des difficultés. Regardez les Allemands. Souffle pas trop. L'Alsace, c'est pas une île, monsieur Sordi. L'Alsace, c'est pas une île. Elle reçoit des Sordi. Attendez, parce que le temps est compté, comme dans l'hémicycle. Je dis simplement que en Alsace, on aura de grosses difficultés à trouver l'équivalent en renouvelable. Réponse, Cyril Cormier. Juste Cyril Cormier. On a oublié l'hydraulique. L'hydraulique. L'hydraulique est important en France. On est au plafond. Et on peut encore construire peut-être des petites centrales, mais les amis de M. Bopin n'en veulent plus. Juste Cyril Cormier, un petit mot. L'Alsace, vous connaissez bien l'Alsace. Mais de toute façon, on est au plafond. Regardez, Cyril Cormier de Greenpeace est avec nous. Vous connaissez bien l'Alsace. Vous dites, ils sont à 2 doigts d'eux. Et moi, j'entends un député, le local, qui connaît son territoire, qui dit que c'est pas possible. Vous dites, oui, mais on connaît bien aussi l'Alsace parce qu'on a produit justement une étude sur le potentiel solaire. Parce qu'en fait, c'est une région. Alors, on dit toujours en France, le solaire. C'est dans le nord, mais quand on regarde l'Europe, le solaire, en réalité, c'est au niveau des latitudes de l'Alsace. Ouais. Vraiment, l'Alsace, Lorraine. C'est là où il y a le plus gros, la plus grosse quantité de solaire. En Allemagne, par exemple, juste le Länder, juste à côté, c'est là où il y a plus grosse concentration de solaire en Allemagne, avec la Bavière, qui est un petit peu en dessous, plus au sud, mais très légèrement. Donc, en réalité, c'est là. Et le potentiel solaire en Alsace, il est de plusieurs dizaines de gigawatts. Donc, en réalité, on peut largement... Et ce qui est intéressant avec le solaire, c'est que ça, c'est des investissements qui sont locaux. C'est-à-dire que ce que l'on investit, c'est de l'emploi local, de l'artisanat local. Ce sont des travailleurs locaux. Il y a même un producteur de panneaux solaires, Voltec Solar, dans le Bas-Rhin. Donc il y a des gens compétents pour monter les centrales solaires, pour construire les panneaux solaires. Il y a une économie possible qui va créer des emplois. À terme, quand on atteint 1 gigawatt, c'est 500 emplois durables. Donc vous voyez, dans 2-3 ans, quand l'Alsace aura fait le chemin jusqu'à ses objectifs il y a une route fixés, possible. Elle aura déjà créé 500 emplois pérennes, rien que sur le
solaire. Denis Baupin, regardez, Michel Sardini, vous allez prendre la parole. Regardez ce qui s'est dit dans l'hémicycle. Alors c'est très court, Michel Sardini, mais vous étiez dans l'hémicycle aussi, et vous avez participé à ces échanges qui parfois étaient assez vifs, notamment à votre égard. Denis Baupin, écoutez ce qu'a dit l'ancien président de l'Assemblée nationale. Voilà, écoutez-le et on va pouvoir en discuter un tout petit peu après. Denis Baupin reprend sa croisade pour démanteler cette filière d'excellence. Son intervention est une provocation. Il s'agit surtout, pour les Verts, à travers ce débat organisé à leur initiative, de rappeler aux responsables socialistes les promesses et les marchandages électoraux passés. La promesse inconsidérée, inscrite dans l'accord électoral de novembre 2011 entre les Verts et le PS, de fermer 24 réacteurs nucléaires d'ici 2025 et de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50% à l'horizon 2025. Un objectif que le gouvernement et sa majorité ont décidé, contre toute raison, d'inscrire dans la loi de transition énergétique d'août 2015. Un texte idéologique, un tribut payé par les socialistes à leurs alliés verts, un tribut dangereux pour la France. Denis Baupin, c'est une charge vive. C'est vrai qu'il reprend quand même précisément les termes de votre accord qui avait été signé. Bernard Accoyer est un croisé du nucléaire, donc dans la commission d'enquête, il avait toujours aussi des propos qui étaient outranciers. Il s'en est même excusé une fois d'ailleurs. C'est pas dans son. Moi, vous savez, ma conviction sur le nucléaire, elle date de longtemps, mais elle a été renforcée le jour où je suis allé à Fukushima. Le jour où je suis allé à Fukushima et que j'ai vu les parents. Par rapport à la situation de leurs enfants, ceux dont leurs enfants avaient pu être expatriés, emmenés loin parce qu'ils ne les voyaient plus, et ceux qui n'avaient pas eu les moyens de les emmener loin et donc qui subissaient quotidiennement dans l'alimentation, dans l'eau, dans l'air, la radioactivité. Quand vous voyez le regard de ces parents, vous parlez un petit peu moins légèrement de la question du nucléaire. Alors je peux comprendre que certains ne croient pas à la dangerosité du nucléaire et pensent que sécurité, en tout cas. On sera exonéré éternellement d'un accident. Quand l'autorité de sûreté nucléaire que cite Michel Sordi régulièrement dit qu'un accident nucléaire majeur est possible en France et en Europe plus globalement, je veux dire, moi je me dis que est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on prenne ce risque? En plus, on voit qu'avec les problèmes terroristes, notamment en Belgique, on s'inquiète encore plus que cet accident puisse être provoqué par des attentats. Je ne veux pas, là encore, faire agiter les peurs. Mais en tout cas, c'est la seule technologie au monde pour laquelle on a créé des autorités de sûreté, comme il y en a. C'est la seule. Demandez à Naoto Kan, le Premier ministre de l'époque au Japon. Demandez à Mikhail Gorbatchev, qui dirigeait l'URSS au moment de Tchernobyl. Tous les deux vous disent il faut arrêter le nucléaire. Le risque est trop important par rapport aux bénéfices. C'est la seule technologie où on est dans cette situation. Donc évidemment, c'est une question de conviction par rapport à ça. Mais en tout état de cause, cette conviction est maintenant renforcée par le coût du nucléaire qui ne cesse d'augmenter, justement parce que la sécurité, ça coûte cher. Un mot chacun pour répondre. C'est un débat de fond, là. Mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, sur Fukushima, vous savez très bien qu'il y a une centrale plus proche de l'épicentre qui n'a pas du tout été affectée par le secousse. Oui, et alors? Il y en a une. C'est pas le tremblement de terre qui a mis en panne Il y avait un problème sur la centrale de Fukushima. Une a résisté. Mais bien sûr. D'accord. Enfin, mais les autres, il y en avait une qui a pété, quoi. Il y en avait une plus proche. Alors, il faudrait une heure de débat pour expliquer tout ça. On n'a pas le temps. La deuxième chose. Sois précis, parce que sur cette question, moi j'ai lu beaucoup d'articles. Certains disent, attendez, c'est la vague. Enfin, c'est en tout cas le tsunami. C'est pas la centrale qui finalement a posé problème. C'est ce que vous voulez dire. C'est la puissance de la nature. D'accord. Sur un appareil qui a été construit par l'homme. Oui, il s'appelle le centrale nucléaire. Suffisamment protégé par rapport à ces événements. Un tsunami, je pense que les choses n'étaient pas bien réglées là-bas. Échappe. Michel Sordi, allez au bout de votre pensée. Je dis simplement que Fukushima avait un mauvais positionnement, qu'elle n'avait pas le standard de sécurité. Elle n'avait pas de standard de sécurité que nous avons chez nous. Ils ont un autre mode, ils ont un système de construction-exploitation qu'on n'a pas chez nous. Pourquoi l'autorité de sûreté nucléaire a proposé des mesures, vous les avez rappelées tout à l'heure, post-Fukushima, c'est-à-dire que suite à Fukushima, on a décidé de mettre en place une nouvelle doctrine en France. Donc ça prouve bien qu'on se pose les mêmes questions que celles qui sont. Mais parce que l'intelligence, et c'était François Fillon, et François Fillon a cette intelligence, disant il y a un souci, on regarde ce qui se passe, on en tire les leçons, et on améliore encore la sûreté, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, sur Fessenheim, mais non, c'est pas fini, on a fait que le provisoire. On a fait que les premiers éléments. On arrive au bout, il reste 3 éléments à faire. Il reste plusieurs centaines de millions à dépenser, c'est ce que dit l'autorité de sûreté nucléaire. Plusieurs centaines de millions sur 2 réacteurs. Sur bataille. Des améliorations. Immédiatement après Fukushima, j'ai, au sein de l'Office des choix scientifiques, fait un rapport avec Claude Biraud, à l'époque de l'UMP. Nous avons proposé
à la France, à EDF, de tirer les conséquences et d'apporter un certain nombre d'améliorations. Cela ne veut pas dire que les centrales sont fautives au départ, simplement il faut créer sans doute des protections supplémentaires. Par exemple, pour la centrale de Gravelines, qui est en bordure de mer, en bordure de plage, nous avons proposé de relever les digues. Jamais l'eau n'est montée à une hauteur énorme, mais ça peut arriver une fois. Donc nous avons proposé de relever Ça va les être digues. fait ou c'est une proposition? C'est fait. C'est fait, d'accord, non, mais c'est important. Et centrale par centrale, en fonction des sites, on tient compte des risques inhérents à la nature. J'ai un tweet. Il y a la centrale du Blayais. Oui, ou le Blayais. Enfin, les mesures Je peux vous lire ce petit tweet. post-Fukushima n'ont pas été implémentées. Ce petit tweet va vous intéresser, puis on a une sentinelle qui est connectée dans sa webcam, et je crois qu'il a envie de s'exprimer parce que le débat le passionne. Les Français réclament l'avènement de l'économie verte, nous disent Tweetos. Elle est inéluctable et exigible au regard des enjeux climatiques. Juste, il y a le débat, évidemment, sur la durée de vie de nos centrales, sur la sécurité, sur Fukushima, et puis il y a aussi l'alternative. Question vraiment naïve. Imaginons qu'on respecte l'accord PS, Europe Écologie des Verts, de novembre 2011. Engagement présidentiel. Absolument. Fermeture de 24... La loi, transition énergétique. Et la loi qui a été votée. On va supposer qu'on respecte la loi quand on travaille au Parlement. Fermeture de 24 réacteurs d'ici à 2025, en commençant par l'arrêt immédiat de Fessenheim, mais ensuite des installations les plus C'est ce que fait Mme Merkel, votre ami. Ah, bah attendez, Cyril Cormier, exprimez-vous. Greenpeace, il en pense quoi, ça? C'est possible? C'est souhaitable. Hors d'atteinte. C'est souhaitable parce que il y a ce phénomène de vieillissement dont on a parlé, ce phénomène de dangerosité du réacteur qui est intrinsèque, vous l'avez bien décrit, c'est-à-dire quelles que soient les mesures qu'on met en place, il y a des conditions d'agression externe, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient volontaires, des agressions d'attaque humaine, qui conduisent à des accidents. Et c'est le cas de Fukushima, où les Français se sont effectivement rappelés tout d'un coup que ça pouvait arriver. Et c'est ce que dit Pierre-Franck Chevet en France, il dit ça peut arriver. Alors maintenant on en est à se dire oui mais on va continuer de réparer, un petit coup de truelle ici, on va réinjecter des milliards. Mais pourquoi ? Alors qu'on a des moyens de production qui sont l'éolien, le solaire, un foisonnement gigantesque en France, avec des courbes de coûts de production qui se croisent et qui vont s'écarter. C'est-à-dire que les renouvelables, ce qui baisse et qui continue de baisser, le nucléaire qui monte, et c'est la Cour des comptes qui le décrit très bien, pourquoi continuer d'investir à perte dans des choses qui coûtent très cher alors qu'on a des solutions qui existent et qui sont fiables? Je vais juste vous donner un indicateur, mais dans le monde, les investissements en 2015, dans la puissance électrique, c'était 300 milliards pour les renouvelables et 10 fois moins pour le nucléaire. Aujourd'hui, l'argent va plus au même endroit. Personne ne va investir dans le nucléaire. Même les Chinois retirent leurs billes progressivement. On va y venir aux Chinois parce ils ont très fortement réduit leurs objectifs. Ils ont très fortement réduit leurs objectifs. Et vous parlerez d'Hinkley Point, mais on va bien en discuter. Absolument. Je veux m'inscrire en faux contre un postulat depuis tout à l'heure qui indique que l'on aurait trop d'électricité. On l'a entendu 2 fois sur le plateau. Nous sommes souvent au bord de l'effondrement du réseau. En hiver, au moment des heures de pointe, quelques jours par an, mais c'est une catastrophe économique, l'effondrement du réseau. Et par conséquent, il faut en garder sous la pédale. Le gestionnaire de réseau dit le contraire, RTE. Il faut de la réserve. Et nous avons en France une situation équilibrée qui permet d'alimenter les pays voisins, mais après tout, ce n'est pas déshonorant d'exporter. Nous importons d'autres produits, nous exportons de l'électricité. C'est ce que dit EDF. C'est ce que dit EDF puisqu'il demande justement une hausse des tarifs. À perte aussi. Les Polonais, d'accord, mais ça c'est les échanges internationaux. Mais le fait d'exporter notre électricité n'est absolument pas déshonorant. C'est le témoignage d'une économie qui fonctionne. C'est surtout on maintient des réacteurs qui sont dangereux et non nécessaires. Il va poser sa question, puis j'aimerais quand même qu'on parle de cette idée de pouvoir marier. On parle du mix énergétique. Il y a la transition énergétique, puis il y a l'idée de marier le nucléaire avec des énergies alternatives. Est-ce que c'est possible? Achille, vous êtes avec nous, je vous salue. Vous vous situez comment, vous le citoyen, quand on vous parle du nucléaire? On a un débat sur la sécurité, sur la durée de vie. On n'a pas encore parlé de l'EPR et qui, là aussi, pose pas mal de questions. Vous êtes pro, vous êtes pour, vous êtes passif? Eh ben écoutez, moi je crois qu'il y a une vraie facture générationnelle sur le sujet du nucléaire et je crois qu'elle est en partie, sans manquer de respect à une partie de vos invités visibles sur le plateau. Et en cela, je m'intrigue contre le nucléaire. Et d'ailleurs, il y a un fait intéressant, c'est qu'on parlait jusqu'à il y a quelques années uniquement de la sécurité. Aujourd'hui, on parle de l'économie. J'entends Christian Bataille qui nous parle d'une économie florissante. Enfin,
je veux dire, au vu de la situation d'Areva, d'EDF aujourd'hui, c'est comme quand Bernard Accoyer nous parle d'une filière d'excellence. Enfin, je veux dire, il faut se poser un moment la question de l'argent qu'on met aujourd'hui dans le nucléaire. Et là, je rejoins ce que disait l'un de vos invités tout à l'heure. L'argent qu'on met aujourd'hui dans le nucléaire, est-ce qu'on ne pourrait pas la mettre demain ou même dès à présent ailleurs, dans le renouvelable notamment? On sait qu'aujourd'hui, le renouvelable c'est l'avenir. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut aussi se poser ces questions. Effectivement, on parle au-delà d'un mandat, puisque ça engage la France sur des mandats et des mandats et des mandats politiques. Eh ben, c'est le moment d'investir dans l'éolien et c'est un moment d'investir dans le solaire et peut-être même ailleurs, éventuellement. Bon, c'était un coup de gueule. Je voulais juste vous dire, dans le prolongement de ce que nous dit Achille, notre sentinelle, que Jean-Bernard Lévy, président de RTE, d'EDF, pardon, annonce la couleur. Je le cite, il n'est pas question, ça c'est une phrase qu'il cite exactement, il n'est pas question que mon entreprise se plie à la loi sur la transition énergétique qui impose 50% maximum de la production nucléaire dans la consommation d'électricité intérieure de la France en 2025. Il a dit ça où? Je l'ai lu sur le site de écologiste. Non, ça m'étonnerait qu'il dispute. Il a pas dit. De ne pas respecter la loi. ça irait dans mon sens de ce que vous en pensez, messieurs. Je ne vois pas le PDG d'EDF dire qu'il ne respectera pas la loi. Là, franchement, c'est le site de l'ancien journaliste. D'accord, c'est impossible. Je pense qu'il peut peut-être il peut le penser, mais c'est l'ancien journaliste du Monde qui a fait ce site écolo, Hervé Kempf, et je l'ai tiré de ce site internet. Donc j'irai vérifier. Il a effectivement annoncé qu'il ne fermerait pas de réacteur, ce qui implicitement dit je ne vais pas respecter la loi. Et c'est l'analyse qu'on en a faite, mais il est tenu de la respecter. Et pour le tenir, c'est l'analyse que fait le site, mais c'est pas lui qui le. Voilà. Il y a eu des guillemets qui ont été mal placés sur la gabegie de l'EPR. Restons un instant, parce qu'on nous dit qu'on peut fermer Fessenheim si on arrive à sortir Flamanville. Il y a quoi? Il y a 9 ans de retard, 7 ans de retard sur. On n'est pas obligé d'attendre l'ouverture de Flamanville. Vous, messieurs, on n'a aucune visibilité sur quand on ouvrira le PR de Flamanville. On nous dit 2016, 2017. La cuve est défectueuse. Tant qu'on n'aura pas fait les tests, on ne saura rien du tout. C'est pas avant fin 2018, dit EDF. D'accord. Mais c'est aujourd'hui intenable en fait. C'est-à-dire qu'il y a un problème sur la cuve. C'est le premier des problèmes qu'on voit. Il y aura toute une qualification des éléments. Ça fait 6 ans que ça dure avec Kyoto en Finlande. Donc il y en a peut-être potentiellement pour encore 6 ans de validation. Au-delà de la sécurité, sur l'aspect de l'économie, on nous a dit que l'EPR c'était vraiment la nouvelle génération, que c'était parfait, sauf que ça dure. Il y a un surcoût exorbitant. Est-ce que vous dites, et on a bien entendu vos arguments de maire, est-ce qu'il ne faut pas, c'est pas le moment, nous dit Achille, de basculer vers vraiment du renouvelable pour essayer? Après tout, cette économie coûte trop cher, nous dit-on. Alors, moi, j'ai pas la même approche que M. Boupin. Ce que je veux dire, j'ai la conviction que la consommation électrique va continuer d'augmenter. Quand on regarde, il y a des courbes, il y a des baisses. C'est pas ce que dit RTE. Ça a remonté de 2%. C'est stable depuis 7 ans. Ça a remonté de 2% l'année dernière. Simplement, on a de plus en plus de population. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, la France grimpe. Petit 2, la crise économique, j'espère qu'on va sortir, qu'on va redémarrer notre industrie. Petit 3, moi dans 20 communes, j'installe des prises électriques pour les voitures parce qu'on fait la promotion du véhicule électrique. Oui, quand je regarde la domotique, ça consomme beaucoup d'énergie. Non, mais sauf que ces appareils sont de plus en plus efficaces. Je dis simplement que, tenant compte de la croissance de consommation qu'on va avoir dans les 20 ans qui viennent, mais simplement, on pousse. Vous pariez sur une hausse de la consommation. Mais je pense qu'on va continuer. Vous êtes le seul à le faire. Mais je pense qu'on va un petit peu. Des analystes de la consommation prévoient une hausse telle que l'on n'aurait pas besoin de fermer des réacteurs pour tenir 50%. Au contraire, il est devenu très certain que là, ça va rester stable ou très légèrement augmenter et que effectivement, d'ores et déjà, on est dans une situation de surcapacité qui ne va pas s'améliorer et que petit à petit, on sera obligé de fermer un certain nombre de moyens de production. Il est nécessaire de fermer des moyens de production les plus chers et les plus dangereux, bien sûr, et ce sont les réacteurs nucléaires. 2015, pour revenir juste à Fessenheim, cette centrale a battu tous les records de production. C'est record à elle. Elle passe beaucoup de temps à l'arrêt. Tellement souvent en panne. Est-ce qu'on peut changer de modèle ou est-ce que c'est impossible? On a visité, les deux réacteurs étaient en panne quand on l'a visité. Pour l'instant, il y a des arrêts. Christian Bataille. Pour l'instant, l'objectif prioritaire, c'est d'abord de réduire les émanations de CO2. Ça, on l'a bien entendu. C'est l'objectif prioritaire. Et par conséquent, quand nous consommons de l'électricité nucléaire, cela veut dire ça, c'est l'argument que vous avez oublié. Il y a moins de carburant dans les moteurs thermiques. Et par conséquent, énergie propre, donc. Oui, par conséquent, c'est une. Dans l'échelle des priorités. La priorité, la COP21, c'est l'éolien, le solaire, la géothermie, la biomasse, ça n'émet pas de CO2. Donc la réduction du nucléaire, c'est un objectif second.
par Non, rapport à la non, réduction. non, pas dans la loi. Non, dans la loi, c'est tout dans la loi, tout est au même niveau. Je m'excuse. L'objectif international promu par la COP 21, c'est bien. La COP 21 était sur le CO2, évidemment, mais CO2, ça s'est passé à Paris. L'AIEA, par contre, c'est international. Chacun son tour, parce que ceux qui écoutent essaient de comprendre. Vous dites c'est une énergie propre. L'énergie propre, le nucléaire est une énergie propre, absolument. Oui, c'est une énergie sans CO2. Alors votre Sur réponse, les émissions de gaz à effet de serre, peut-être. énergie propre, Quand bien c'est un argument qu'on entend. même on penserait que l'accident nucléaire, les déchets nucléaires ne sont pas des problèmes environnementaux et sanitaires. Ce qu'il faudrait quand même être un peu sérieux quand même, c'est dangereux. Mais quand bien même on fait objection de ça, la question de la transition énergétique et de la lutte contre les dérèglements climatiques nécessite énormément d'investissements. Des centaines de milliards pour la France, des milliers de milliards pour les différents États du monde. Est-ce qu'il ne faut pas chercher le moyen de production d'électricité le moins cher, le plus performant, pour pouvoir dégager des marges de manœuvre, pour justement investir dans la rénovation énergétique, dans la mobilité propre, dans tous les éléments qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre? Si c'est la réponse est oui, alors il faut investir dans les renouvelables, puisque c'est aujourd'hui l'investissement qui permet de produire de l'électricité le moins cher, y compris en France, y compris avec nos centrales vieillissantes qui ne sont pas amorties. Denis Baupin, il convient de rappeler que le démantèlement des centrales ne supprime pas d'emplois, nous disent Twittos. Les Twittos sont avec nous dans l'immédiat, car ça prend des années à réaliser. Donc, en toute objectivité, il faut quand même dire que c'est moins d'emplois, le démantèlement, que le fonctionnement. Donc, mais voilà, je veux pas qu'on, même si ça va dans mon sens, je voudrais pas. Vous l'évoquez dans l'hémicycle tout à l'heure. Mais par contre, ce que je veux dire, ça vous agace quand on vous dit que le nucléaire c'est d'énergie? Non, ça n'est pas propre. Longtemps. C'est une énergie qui pose des risques en matière d'accidents qui sont considérables et qui pose des problèmes en matière de déchets nucléaires. Mais pas d'émissions, on est d'accord. Je voudrais compléter ce que vient de dire Cyril Cormier sur le fait qu'aujourd'hui, le nucléaire, c'est à peu près 3% de l'énergie à travers le monde. Donc supposons même que dans la volonté de lutter contre les dérèglements climatiques, on double. On passerait à 6%. Ça voudrait dire un doublement du nombre de centrales nucléaires et donc installer des centrales nucléaires dans des tas de pays qui n'en ont pas. Alors qu'on a des problèmes de prolifération nucléaire qui sont des problèmes majeurs, parce que le lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, plus personne évidemment ne nie qu'il y a un lien entre les deux. Il suffit de voir la situation de l'Iran, toutes les négociations qu'il a fallu pour négocier comment l'Iran pouvait développer son nucléaire civil sans que ça devienne du nucléaire militaire. Ça prouve bien que c'est complètement connecté. Qui peut avoir la folie aujourd'hui dans le monde tel qu'il est de vouloir développer du nucléaire dans des pays instables? C'est quelque chose de totalement, d'extrêmement dangereux. D'ailleurs, c'est pour ça que les États-Unis aujourd'hui sont totalement contre l'exportation de centrales nucléaires à l'étranger dans des tas de pays. Un mot, Christian Bataille. Il faut pas parler des Chinois. On va pas oublier les Chinois. Enfile les arguments. Je veux je suis désolé, c'est comme ça. Le dossier est grave en effet. Oui, vous avez raison. Balayé par vous deux comme ça, c'est dangereux, etc. Puis il y a les déchets. Oui. Il y a les déchets. Je veux revenir sur les déchets. Leurs enfouissements. Il y a en France une politique de déchets nucléaires. Une politique, mais pas de centrale, pas de lieu. Les déchets de faible et moyenne activité sont stockés et il y a un projet de centre souterrain de stockage qui a d'ailleurs été retoqué par le Conseil constitutionnel, mais qui va se faire. Il y a un laboratoire de recherche sur le stockage souterrain des... Qui pose souvent d'énormes difficultés. Et ce CIGEO va se faire. D'ailleurs, je vous l'indique, vous pouvez ajouter ça à votre addition. C'est 25 milliards sur un siècle. D'après l'autorité de sûreté nucléaire, c'est plutôt 40. Et l'Andra, qui est un lieu d'enfouissement des déchets. Excusez-moi, entre 25 et 40 milliards, ça disons que c'est 10 tout de suite et le reste sur un siècle. Je voudrais pas qu'on se quitte. Je ne veux pas qu'on passe comme ça sur les déchets en disant oui, le nucléaire, le CO2 au fond c'est rien. Mais le nucléaire, alors les déchets, on ne s'en occupe pas. Ce n'est pas vrai. Je voudrais juste vous faire entendre. Ce n'est pas vrai. Je le sais, puisque je suis à l'origine de la loi sur la gestion des déchets. Absolument. Il y a aujourd'hui 25 ans. Et donc, cette loi se développe patiemment et nous allons aboutir à une politique de préservation et de gestion des déchets encore plus rigoureuse. D'ailleurs, 40 ans un mot après chacun. Je vous parlais des Chinois. De cette filière, on n'a toujours pas de solution. Parce que concrètement, on a un projet pour aller creuser un grand trou et l'enfoncer dans la croûte terrestre. Voilà, c'est ça une solution. C'est ça la solution pour les déchets nucléaires. Oui, ça c'est ce que vous dites. C'est l'enfouissement dans la...
c'est un projet. C'est plus qu'un projet. C'est plus qu'un projet. Vous énervez pas. Il y a un laboratoire où justement on teste. Je veux juste vous faire écouter Christian Bataille. Ce n'est pas des gens négligents, des irresponsables. Non, mais on teste. Un laboratoire, ce n'est pas une politique industrielle. Christian Bataille, ce n'est pas vrai. Autorisez-moi. Ce que vous dites. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Denis Baupin sur la façon dont il parle des déchets? Ça va exister ou pas? Est-ce que Denis Baupin a raison? Oui, ça va exister, bien sûr. On verra bien. On verra bien si aujourd'hui, ni l'autorité de sûreté nucléaire n'a donné son visa, ni l'IRSN n'a donné son visa. Le Conseil constitutionnel a retoqué l'élément. Le dossier de la demande mais ça va revenir. Ah bah d'accord. Ça va revenir. Le Conseil constitutionnel a estimé que les conditions dans lesquelles le texte a été voté étaient inconstitutionnelles. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Je voudrais, avant qu'on se quitte, on aura peu de temps pour en débattre après, mais c'est un dossier qui est ouvert, qui a été ouvert dans l'hémicycle lors des questions au gouvernement, sur la présence de cette entreprise chinoise, la CGN, qui pourrait évidemment venir aider EDF parce que EDF manque d'argent. Écoutez cette question posée par Charles de Courson et la réponse du ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Écoutez. Dimanche dernier, le JDD dévoilait l'existence d'un rapport de l'ancien directeur financier d'EDF, démissionnaire, M. Picmal, adressé aux membres du conseil d'administration relatif à l'ensemble des risques cachés pris par EDF dans le cadre du projet de construction des 2 EPR d'Hinkley Point en Grande-Bretagne. La démission de M. Picmal s'expliquerait d'ailleurs par le contenu de cet accord secret très défavorable à EDF. En effet, de nombreuses clauses de cet accord secret sont déséquilibrées au bénéfice du partenaire chinois, la CGN. Monsieur le ministre, ma question est double. Soit vous étiez au courant des clauses secrètes entre EDF et la CGN, et alors pourquoi l'avoir dissimulé lors de votre audition la semaine dernière devant la représentation nationale? Soit vous n'étiez pas au courant de ce rapport pourtant adressé aux administrateurs représentant l'État. Cette hypothèse ne constituerait-elle pas un grave dysfonctionnement de vos services? Le sujet, en effet, relatif à Hinkley Point que vous venez d'évoquer est un sujet de la plus haute importance puisque c'est la question qui consiste à savoir si nous sommes en capacité de produire et de vendre un EPR sur des marchés développés. Ni plus, ni moins. Est-ce que ce projet est dépourvu de tout risque? Non. Quelle est notre responsabilité collective? Les réduire. Il y a pour cela un cadre. C'est le conseil d'administration de l'entreprise, qui, comme vous le savez, est coté, dans laquelle nous sommes actionnaires majoritaires, où nous avons nos représentants, aux côtés des représentants des salariés et des indépendants. Il n'y a pas de rapport secret, monsieur le député. Je ne connais que des documents qui sont remis et discutés dans le cadre du conseil d'administration, ce qui est de bonne politique et ce qui est la bonne chose. Dans ce contexte-là, les risques juridiques ont été soulevés. Il nous apparaît à ce stade qu'ils sont en train d'être purgés et que donc nos droits, ceux d'EDF, sont bien préservés dans le cadre justement de l'accord contractuel signé avec le gouvernement britannique. Alors Denis Baupin, c'est un débat qui s'ouvre autour des sociétés chinoises. Il faut aller sur Internet pour voir. Il y a 2 grosses sociétés. Il y a la CGN et une autre société. Et ils indiquent, ces 2 mastodontes chinois, qu'ils veulent construire, ils pourraient construire plus de 100 réacteurs. C'est-à-dire le double de ce qu'on a en France d'ici 2030. Ça, je l'ai lu. Non, 100 réacteurs, non, faut peut-être pas exagérer. J'ai lu ces informations. C'est 2 mastodontes qui cherchent à s'imposer sur le marché du nucléaire. Pour l'instant, c'est ce qu'on construit en Chine. Pour l'instant, c'est quelques unités. Voilà. Le nucléaire en Chine, c'est 2% de l'électricité chinoise. Non, mais est-ce qu'il y a, parce qu'on entend un débat sur la fin du nucléaire, est-ce qu'à travers ces sociétés chinoises qui cherchent à investir et à développer, est-ce que vous pensez que cette filière va se redévelopper par la Chine? Non, non. Enfin, franchement, le nucléaire, sa part de marché au niveau international ne cesse de baisser. La Chine, dans sa gamme de son mix énergétique, n'a pas exclu le nucléaire. On ne va pas prétendre qu'ils sont sortis du nucléaire, ça ne serait pas exact. Donc, comme d'autres pays. Mais globalement, ça va être une reprise qui va être des éléments qui ne vont pas compenser. C'est ce que dit l'AIEA qui observe aujourd'hui l'ensemble du secteur nucléaire à travers le monde. Ça ne compensera pas les fermetures de réacteurs qui sont prévues. Donc aujourd'hui, vous avez des réacteurs qui ferment. Cyril Cormier, laissez-le parler. Qui ferment en Europe, etc. Donc, et aujourd'hui, quand même, constatons quelque chose au travers de ce débat, c'est que EDF n'a plus aujourd'hui les moyens de se payer la construction de ces réacteurs. Elle a besoin d'aide. Le prix va demander une recapitalisation par l'État. C'est-à-dire que l'argent des contribuables va servir à construire du nucléaire en Grande-Bretagne. 2 milliards, j'ai une bêtise, c'est combien là? Enfin, on ne sait pas encore, c'est une dizaine de milliards. Et donc, est-ce que ces 10 milliards sont mieux placés en Grande-Bretagne pour du nucléaire ou en France pour construire des énergies renouvelables? Je pense que la question est posée aux Français. Sur cette question du projet Hinkley Point, c'est que c'est un projet qui a besoin d'aide au Royaume-Uni, puisque c'est subventionné, qui a besoin d'aide en France.
France par une recapitalisation et dont on voit qu'il est très difficile d'obtenir des investisseurs, de réunir des investisseurs autour de table. Donc la puisque Chine, EDF va couvrir finalement une grande partie de l'investissement et tous les risques. Quand on parle de la Chine, c'est intéressant. Il y a 6 ans, elle avait pour objectif de développer une centaine d'unités d'ici 2020. Aujourd'hui, son objectif a évolué. On est à 3 fois moins. On est à une trentaine d'unités. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les 20 unités qui étaient autorisées d'ores et déjà, il y en a 10 qui auraient dû démarrer et qui n'ont pas démarré. Les chantiers n'ont pas démarré. C'est-à-dire que le modèle économique est en train de... Parce qu'en réalité, en Chine, dans quoi on investit aujourd'hui, et c'est une centaine de milliards de dollars, c'est dans les renouvelables, c'est les champions du solaire, de l'éolien, et c'est intéressant pour l'avenir d'EDF et des filières. C'est juste pour finir, c'est intéressant quand on parle de l'avenir industriel du nucléaire en France, de se dire que EDF et Areva vont redevenir des champions du nucléaire à l'export et qu'on va exporter des réacteurs. Ce n'est pas possible, le marché a disparu, l'avenir c'est les renouvelables, il n'y a plus de construction, suffisamment de construction, et la France surtout n'a jamais été un champion nucléaire, elle n'a compris que 2% des réacteurs dans le monde. Christian Bataille, c'est la fin du nucléaire si j'entends Cyril Cormier. Non, on ne peut pas dire que le marché a disparu. Le nucléaire reste un grand atout, une grande chance internationale pour la France. Où ça? Et Le Courson a posé le problème de notre association avec ces Chinois. Parce que les Chinois sont inspirés par le nucléaire français depuis longtemps. Ils ont plusieurs centrales qui sont les reproductions, les jumelles des centrales françaises. Et le risque que nous courons, c'est d'avoir un transfert de technologie et que les Chinois, en gros, raflent le marché mondial. Alors que la France a une part, a une place à jouer, une valeur ajoutée. Pas négliger cet atout industriel pour notre pays. Il aurait fallu juste en 97 pas interrompre les programmes nucléaires. Je parle de Superphénix. Le Superphénix n'a rien à voir. Attendez, 10 secondes, l'émission est terminée. Une dernière chose. On parle de l'éolien, du photovoltaïque. Photovoltaïque, la nuit, il n'y en a pas, on laisse. L'éolien, quand il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'ils vont faire les Allemands? Laissez-moi terminer. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Allemands? Ils vont faire un socle. Ils vont faire un socle de charbon. Quand il y aura déficit de vent de soleil, on va mettre les turbines à gaz en marche. Donc, en termes de CO2, ce que disait Bataille, ça va pas être bon. Merci Michel Sordi, le débat est terminé. Le tarif, aujourd'hui, c'est pas ce que dit le GIEC. Le prix, moitié moins cher aujourd'hui. Moitié moins cher. En France qu'en Allemagne, moitié moins cher. Non, c'est terminé, Denis Baupin. Merci. Je vais vous laisser continuer ce débat qui vous passionne. Je le comprends. Denis Baupin, merci de venir sur ce plateau, député politique, écologiste de Paris. Vous étiez à l'initiative de ce débat aujourd'hui dans l'hémicycle. Et puis il y a eu un débat aussi avec EDF, Areva, Salle-Lamartine. C'est important de le signaler. Merci à Michel Sordi, vous êtes député du Haut-Rhin, Fessenheim et sur votre circonscription. Et merci à Christian Bataille, député du Nord. Merci d'être venu. Puis merci à Cyril Cormier pour Greenpeace. C'était un débat passionnant. Merci à vous quatre. Merci à tous ceux qui ont tweeté. Merci à Achille, notre sentinelle citoyenne. Demain, on change de sujet. On s'intéresse à François Hollande. Il y a la déchéance de nationalité. Et puis là, il a devant lui, évidemment, le projet de loi travail avec la rue qui s'oppose, évidemment, à ce texte. Situation complexe pour le président Hollande. On en parlera demain sur ce plateau et je serai là. Bonne soirée. Merci. Question d'info, en partenariat avec l'AFP, Le Monde et France Info, c'est dans un instant. À l'affiche de grand écran, un grand film policier à la française, Garde à vue de Claude Miller, avec Lino Ventura, Michel Serrault, Romy Schneider et ce huis clos étouffant dans un bureau de la police judiciaire. Un film qui nous amènera ensuite à nous poser la question suivante. Est-ce que les Français aiment leurs flics? Évidemment, dans le nouveau contexte terroriste, la réponse est un peu différente. Grand écran, c'est comme toujours en partenariat avec France Inter. Grand écran, présenté par Émilie Aubry. C'est dimanche à 20h30. Bienvenue à